Bonjour, je suis Adèle. Ici, vous découvrirez des voyages qui ont bouleversé la vie et chamboulé les convictions d'hommes et de femmes de tous âges et de tous horizons. Chaque semaine, je reçois un invité qui me raconte en quoi un pays a transformé sa vision du monde ou l'a poussé à quitter un mode de vie qui ne lui correspondait plus. Alors laissez-vous porter par le premier podcast qui raconte une histoire autour d'un voyage. Bienvenue chez les Frenchies autour du monde, le podcast des voyages qui ont du sens. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast et être informé des dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et au compte Facebook Frenchies autour du monde. Les liens sont directement dans la description de l'épisode. Le podcast est également diffusé toutes les semaines sur la web radio Allô la planète. Je vous souhaite une belle découverte sur allolaplanète.fr. Aurore et Franck ont toujours eu en eux la fièvre du voyage, des envies de découverte et des désirs d'ailleurs. Pour eux, il était inconcevable que leurs enfants ne partagent pas cette même philosophie. Depuis des années, un rêve un peu fou leur trottait dans la tête, acheter un bateau et larguer les amarres pour explorer le monde. Aurore et sa fille Ava nous racontent comment cette aventure a commencé, car on le sait bien tous, prendre la décision de partir est de loin la plus difficile. Ensemble, on parle de comment elles ont préparé leur voyage, qui a commencé il y a déjà 3 ans, mais aussi de la vie en bateau. De cette vie au rythme de l'océan, de ces coins du monde où l'on a l'impression d'être seul au monde, et des belles rencontres que l'on fait grâce à cette passion commune. Je vous souhaite une très belle écoute. Hello Aurore, hello Ava. Bonjour Adèle. Bonjour. Bienvenue dans le podcast. Merci de nous avoir invités. Avec plaisir, et puis j'adore quand mes auditeurs me font découvrir d'autres voyageurs comme ça s'est fait avec vous. Donc je vais commencer par vous demander de vous présenter déjà pour les auditeurs. Donc nous donner votre prénom, votre âge, votre ville d'origine, et puis ton parcours pro Aurore rapidement, et puis ça va, en quelle classe tu es par exemple? Alors, donc je vais commencer, chaton. Donc je m'appelle Aurore, j'ai 40 ans, je viens de Strasbourg. Et puis en termes de parcours, j'ai fait un peu plein de trucs. J'ai fait la fac de droit, ensuite j'ai fait de la gestion de patrimoine, j'ai fait ensuite de la communication. Puis quand je suis arrivée à Bordeaux, j'ai fait de la rénovation de maison. Et puis de la déco, et puis voilà, et puis maintenant je voyage. Et donc mon mari Franck je me trompe toujours sur son âge, je suis une terrible épouse. 44. Ah, merci chaton, 44. Voilà, donc il a 44 ans. Il vient de Stuttgart en Allemagne. Et puis on s'est rencontrés il y a 8 ans maintenant, au Panama, par hasard. On a partagé la même chambre dans une auberge de jeunesse. Voilà, comment ça a commencé. Génial. Et du coup, assez rapidement, je suis tombée enceinte de Ava. Tu veux te présenter, chaton? Je m'appelle Ava, j'ai 7 ans et je viens de Strasbourg comme maman. Et t'es en quelle classe? Je suis en C20. Ouais. Waouh. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec la question que je pose à tous mes invités. J'aimerais que tu nous en dises plus sur l'origine de ta passion du voyage. Est-ce que toi, c'est arrivé peut-être plus dans l'enfance avec la famille, ou est-ce que ça t'a pris comme ça plus tard sur le tard? Non, mais on est toujours pas mal partis en vacances avec mes parents. Alors c'était pas forcément à l'aventure, hein, c'était voilà, mais en tout cas j'ai pris l'avion très jeune, et Franck aussi, sa famille a beaucoup voyagé également. Et donc c'est vrai que moi j'ai toujours eu le rêve de faire tous les pays du monde. Alors bon, pour des raisons politiques et religieuses, il y a peut-être des pays que je vais sauter, mais je pense qu'on est sur la bonne voie quand même. Je m'en rapproche chaque mois un peu plus. Et donc voilà, et c'est vrai que comme je te disais avant, on s'est rencontrés au Panama avec Franck. Je pense que dès la première semaine, on parlait déjà effectivement d'un tour du monde, et qui évidemment avait vocation à être en bateau, parce qu'on est plus des gens de la plage que de la ville, et que du coup c'est plus
notre truc, quoi. Et on a toujours ce truc de se dire, ouais, mais par la mer, on trouve vraiment toutes les plages. Alors que c'est vrai que quand t'es en voiture, c'est compliqué. Si tu connais pas, c'est toujours un peu galère de trouver les endroits sympas. Et donc en bateau, on est assez libre. On se balade avec sa maison. On s'arrête où on veut. On n'a pas besoin d'avoir un hôtel ni rien du tout. On trouvait que c'était vraiment pratique et sympa comme mode de découverte du monde. Bon, de toute façon, on va en reparler un peu plus longuement hein, de ce chapitre bateau. Ava, du coup, toi, qu'est-ce que tu as pu visiter comme pays avant de partir là en bateau? J'ai pu visiter le Canada, j'ai pu visiter l'Allemagne, la France, j'ai pu visiter... Maman a dit l'Italie. Ouais, on est allé en Italie quand t'étais petite et à l'île Maurice. L'île Maurice. Sympa, dis donc. Et qu'est-ce que tu avais préféré déjà dans tous ces pays? Est-ce que tu te souviens de ces voyages-là, Oui, surtout? parce que t'es peut-être petite aussi. Hein. Mais on est parti il y a 2 ans et J'aime demi. bien le Canada. Tu t'en souviens un peu du Canada? Parce qu'on est parti il y a 2 ans et demi, donc Ava avait déjà 5 ans. Ouais. Enfin, elle n'avait que 5 ans plutôt. Oui, c'est ça. Ça fait petit Et hein, pour puis, se souvenir. Ben, c'est ça. Et puis, c'est vrai que l'année d'avant, on n'est pas trop parti puisqu'on a pas mal de trucs à préparer. Et puis oui, du coup, c'est vrai je pense que peu de souvenirs des voyages d'avant, en fait. Moi, je voulais savoir quel type de voyageuse tu étais avant de partir en bateau. Ben, plutôt aventurière, en fait. En général, plutôt tendance à booker 1 ou 2 nuits, là où on arrive et puis avoir, en fait, un peu en fonction au fil des rencontres et puis, des conseils, donnés sur place, voir ce que ça donne, parce que c'est vrai que, j'ai, assez rapidement, je me suis mise à voyager toute seule, parce que, les copains étaient, pas dispo, pas de boulot, ou trop de boulot, ou pas de vacances, enfin, jamais, voilà. Et donc, du coup, je me suis mise à partir en vacances toute seule, et puis, à faire pas mal des auberges de jeunesse. Et du coup, on tombe sur des gens qui souvent sont, voyageurs au long cours, hein, autour du monde, ou, backpacking pour plusieurs mois, et qui souvent connaissent très bien le coin, et qui vont, donner des conseils bien plus sympas que ce qu'on va trouver dans le Lonely Planet finalement ou sur des blogs ou autres. Donc c'est vrai que du coup je me suis assez vite laissé guider en fait et puis booker 2 nuits dans la capitale où j'atterrissais et puis me laisser le temps de voir avec selon les conseils qu'on me donnait pour le reste du voyage. Et puis finalement, même là en bateau, on est incapable de faire un projet. Là, je peux te dire où on sera demain parce que on a décidé il y a 2 heures qu'on partait tout à l'heure. Mais et on a eu confirmation surtout qu'on avait une place dans la marina où on voulait aller. Donc du coup, on a eu une confirmation de ce projet-là. Mais ça fait 1 mois et demi qu'on se tâte. On sait pas ce qu'on va faire. C'est à l'impro, quoi. On aimerait être meilleur en orga, mais la vie de bateau plus les contraintes sanitaires actuelles plus tout ça a fait que en fait c'est pas possible, c'est plus possible donc the plan is no plan maintenant sur le bateau. C'est pas mal ça. Et alors moi j'aimerais qu'on parle un peu du bateau plus en général, on va dire. Est-ce que t'as une passion du bateau? Est-ce que tu pensais très jeune déjà à faire des voyages en bateau ou pas du tout? Alors il y avait un truc qui existait quand j'étais petite. Alors ça s'est très mal fini finalement, mais ça me faisait rêver petite. Je voyais ça souvent dans les magazines pour enfants ou autres. Je sais pas si tu te souviens de ça. C'était une classe qui voyageait pendant 1 an sur un voilier. Ah non, ça me dit rien. En fait, et c'était 1 année scolaire complète. Alors, je crois ils prenaient des enfants de tout niveau scolaire et de toute origine sociale et de toute région et tout. Et ils faisaient une espèce de mix et ils les embarquaient pendant 1 an, on naviguait sur les flots. Et donc je dis ça c'est mal fini parce qu'en fait je crois qu'il y a eu une histoire de pédophilie avec un des d'instinct, machin truc. Donc finalement, voilà. Mais j'avais rêvé de ce truc-là. Et je trouvais que c'était vachement chouette. Et puis finalement, évidemment, je l'ai pas fait du tout. En même temps, c'est vrai que c'est un peu petit de partir 1 an à l'étranger, comme ça en primaire ou même au collège. Donc bon. Mais du coup, j'avais cette idée-là. Mais mon papa a toujours eu un bateau à moteur.
Et on a toujours fait pas mal de bateaux l'été quand on était dans le sud de la France. Pas de voile, mais bon, on a toujours bien aimé les sorties en bateau. Et puis, mais en toute honnêteté, là, le bateau, c'est pas le côté passionné du voileux. Hein. On est vraiment sur un moyen en fait de faire un tour du monde plutôt cool, quoi. Moi, je suis extrêmement admirative de ces familles qui partent avec des enfants et un sac à dos pour un an. C'est-à-dire que, moi, ma vie ne tient pas d'un sac à dos. Même si grâce au bateau, je suis de plus en plus minimaliste et avec la meilleure volonté du monde, ça ne marchera pas du tout. Donc, à moins de voyager avec un container, on a pensé à une autre solution. Et donc, effectivement, par contre, ça aurait pu être un van, ça aurait pu être un camion, ça aurait pu être une caravane, ça aurait pu être toute autre chose qu'on peut trimballer derrière nous. Mais bon, ça c'est comme je te disais, le côté plage nous a vachement séduit. Faire toutes les îles qui sont compliquées, où c'est compliqué de voyager en avion. C'est vrai que les Bahamas, on a passé un temps fou aux Bahamas et c'est vrai qu'on a visité des trucs qu'on n'aurait jamais pu faire en y arrivant en avion. Parce que c'est désert en fait, il y a même pas d'hôtel sur la plupart des îles. Et Franck aussi, c'est pareil, il avait pas eu de... Alors Franck, lui, n'avait aucun historique bateau, pour le coup. Du tout. Donc alors que toi, quand même, l'été, quand t'étais... Voilà. Ouais, c'est ça, il y a quand même une petite différence. Et écoute, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet tout de suite en parlant vraiment du contexte, de ce déclic qui vous a fait vous dire, allez, on quitte cette vie, on part un peu voir le monde. Déjà, est-ce que c'était à la base censé être un voyage ou est-ce que c'était vraiment censé être on quitte tout, on arrête et on part? Alors donc comme je te disais, au bout d'une semaine, on a tout de suite pensé que à cette histoire de tour du monde en bateau. Après, on savait pas forcément quand on allait le faire, mais par contre, on s'est vite rendu compte que à un moment donné, les enfants allaient être trop grands. Parce que je pense que quand les enfants arrivent au collège à peu près, ils commencent à avoir envie de sociabiliser et d'avoir un ancrage et d'être de rester à la même place, d'avoir des copains et d'aller à l'école en fait. Et donc du coup, à un moment donné, on s'est dit faut pas qu'on tarde trop parce que après ce sera trop tard. Donc au départ, mais en même temps, avec ce truc de dire mais on n'est pas prêt du tout en fait. Et on sait toujours pas naviguer et on n'a rien de prêt et tout. Et puis un jour, on est allé à un salon nautique. Et puis on a eu un coup de cœur pour ce bateau et on a signé le bateau et puis là on s'est rendu compte que le bateau allait arriver dans un an et qu'il fallait être prêt et que c'était maintenant. Et donc du coup c'était je sais plus, je crois que c'était en mai. Et puis finalement on s'est retrouvés le 31 décembre à se dire mon Dieu, mais en fait demain on est en 2019 et le bateau est censé être livré en mai. Donc va falloir peut-être s'activer. Parce que c'est dans 5 mois finalement. Et alors, du coup, vous en étiez où dans votre vie pro, la vie perso à ce moment-là C'était début 2019. On avait déjà les enfants, on était déjà mariés. Professionnellement, ça posait pas vraiment de soucis parce que, alors pour Franck, lui, il a donc sa société de web développeur. Donc ça, lui, qu'il soit en Allemagne, en France ou ailleurs, ça change pas grand-chose. Et puis moi du coup j'avais fini de rénover les maisons, les projets sur lesquels j'étais, donc voilà, on était prêts en termes de timing, on était bon. Il fallait juste s'occuper de vider la maison, de trouver un locataire, de s'équiper, voilà. Donc, mais en fait c'était genre un petit coup de pied aux fesses de vous dire écoute, vas-y, on a le coup de cœur pour le bateau, on le prend. C'était en fait le petit élan qui vous manquait, c'est-à-dire l'instant où tu réfléchis pas. T'arrêtes de réfléchir. Exactement. De toute façon, je dis souvent, il y a le partir comme ça, c'est comme avoir des enfants, il y a jamais de bon moment en fait. Si on veut se trouver des excuses, il y a toujours quelque chose qui va pas. Donc voilà, à un moment donné, soit on se jette à l'eau, soit on passe sa vie à avoir des regrets en fait. Exactement, ouais, c'est clair. Donc là, vous vous dites quoi? C'est quoi le projet quand vous dites le bateau arrive en mai 2019, c'est ça?
Et ben là, on se dit, faut qu'on s'active. Le projet, ça va être trop cool. On a le bateau en mai, on se fait toute la Méditerranée. Comme ça, on se fait la main parce que on n'était vraiment pas navigants, hein, donc comme ça, on se fait la main, ça va être cool. Et puis comme ça, en septembre, on se dirige doucement vers les Canaries et on se fait la transat, octobre-novembre, comme c'est les bonnes conditions météo pour traverser l'Atlantique. Et puis voilà. Et puis évidemment, en bateau, rien ne se passe jamais comme prévu. Donc évidemment, le bateau n'est pas du tout arrivé en mai, il est arrivé en septembre. Le bateau neuf qu'on pensait donc, on déballe nos valises et puis on y va. Évidemment non, il y a rien qui marchait sur le bateau, donc on s'est retrouvé à aller de chantier en chantier. Et puis finalement, on a pu partir que en novembre, je crois, voilà. Donc voilà, donc enfin voilà. Et puis là, on a commencé à se détendre vachement et à se dire que finalement, ça va à rien de faire des plans puisque rien ne marchait jamais. Donc voilà. Mais le projet, est-ce que c'était vraiment de quitter pour une période de temps indéfinie, ou vous vous êtes dit on part 2 ans, on part 1 an, on part 5 ans En fait, on s'est dit, on a lu quelque part qu'un tour du monde en bateau, c'était à peu près 3 ans. Sans se presser, en s'arrêtant un peu partout, en profitant, voilà. Donc, très naïvement, on s'est dit, banco, 3 ans, c'est cool. On part pour ça. Mais l'idée qui trottait quand même derrière notre petite tête a toujours été, et ce depuis le début, de se dire, ce tour du monde, en fait, ça va être un petit peu le moyen de trouver un endroit où on a envie de s'installer. Parce que quelque chose d'un peu plus exotique que la France. Enfin, on s'est toujours bien vu finir tous les deux sur une plage, avec un petit cabanon, tranquillou. Et donc du coup, le bateau, c'était le moyen de trouver le lieu où on a envie de se poser. Donc il se trouve que très vite on s'est rendu compte que les 3 ans allaient sans doute se rallonger si on voulait vraiment finir le tour du monde, puisqu'on était censé passer côté Pacifique au printemps de l'an dernier, et que finalement, je sais pas si t'as vu, mais les îles du Pacifique sont un peu toutes fermées. Donc c'est un peu compliqué. Même en bateau, alors qu'on se tape quand même 1 mois de traversée entre le canal de Panama et la Polynésie française. Ils te demandent quand même une 14aine en arrivant. Enfin, c'est compliqué et potentiellement ils peuvent te refuser. Donc, bref. Donc on s'est dit, finalement, on va peut-être profiter encore un peu des Caraïbes. Là, cette saison, on a prévu de faire donc l'Amérique centrale. Et puis on sait pas finalement si on va continuer dans le Pacifique ou pas. Parce que peut-être que finalement, là, ça fait 2 ans et demi, ça fait déjà un moment. Aval, elle réclame quand même pas mal d'écoles, donc on sait pas ce qu'on va faire. Et peut-être que finalement, le Pacifique, on le fera une autre fois. Donc, on va en parler plus longuement après de votre parcours en mer. J'aimerais bien qu'on parle un peu des réactions de votre entourage quand vous leur racontez que vous partez, que vous mettez les voiles. Ils nous ont un peu pris pour des foufous. Inconscient évidemment, mais vous savez pas naviguer, mais vous êtes fous. Même sur les pages Facebook, je devenais folle sur les pages Facebook de voyageurs au long cours, qui sont censées être des pages d'entraide où les gens se filent des conseils et tout. Quand je disais bonjour, j'expliquais notre projet, on est tout novices, on reçoit notre bateau bientôt, on va partir, est-ce que vous avez des conseils, nanana. Je me suis pris des scuds vraiment violent de gens qui me disaient mais vous êtes complètement inconscient, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Enfin, mais vous êtes sérieux les gens? Bref, super agressif. Donc j'ai complètement alors Facebook, c'est fini. Je suis hyper fâchée quand toutes ces pages soi-disant bienveillantes qui sont juste des espèces de gens méchants qui s'ennuient derrière leurs écrans. Donc j'ai lâché l'affaire. Et puis après, dans notre famille, dans notre entourage, c'est assez drôle parce que Franck et moi, on n'a pas du tout la même approche. Donc moi, j'essaie de préparer les gens. C'est-à-dire que dès que l'idée germe, moi, j'en parle. Donc du coup, dès qu'on avait pensé à ça, j'ai commencé à en parler à ma maman, j'ai commencé à en parler autour. Et puis, pour préparer un peu le terrain. Et c'était drôle parce que en fait, tu vois, les gens qui se disent, ouais, ils en parlent, quoi. Ouais, et puis après, il y a les gens... Voilà, tu vois. Et puis après, donc il y a les gens qui me connaissent et qui du coup savent très bien que quand je dis un truc, en général, ça se concrétise derrière.
Et puis il y a les gens qui me connaissaient moins bien, ou les gens plutôt du côté de Franck, qui étaient là, ouais, bon, ok, ils en parlent, mais ils le feront jamais. Et donc c'était assez drôle en fait de confronter ces trucs-là. Mais du coup, la différence, c'est que quand j'ai dit à ma maman, bon bah, ça y est, on a signé le bateau, elle m'a tout de suite dit, bon bah oui, voilà, ça arrive, c'était logique. Alors que la maman de Franck, quand Franck lui a annoncé, elle était en larmes, et elle a pas compris en fait. Parce que bah forcément, elle pensait que c'était que des paroles en l'air, et quand moi je le disais, comme Franck en parlait pas, moi je le disais, je disais, oh, bon, ça n'arrivera jamais. Et en fait, c'est arrivé. Et puis finalement, bah écoute, 2 ans et demi après, on est toujours là, on est toujours vivant, on touche du bois. Après, on est prudent, on sait pas, mais on fait attention, quoi. On n'est pas allé droit dans les tempêtes ou des endroits dangereux. C'est vrai que alors moi, je suis un peu tête brûlée. C'est vrai que des fois, je fais pas attention à tout, mais Franck est super prudent. Il regarde toujours les cartes marines avec attention, la météo. 70 000 fois hier soir jusqu'à 1h du mat, il était sur son site de météo et de cartes marines pour être sûr qu'on puisse rentrer et à quelle heure on peut rentrer, les marées et tout pour être sûr, voilà. Donc non, on compense nos lacunes pratiques par un peu plus d'investissement théorique et voilà, et puis on est plus raisonnable peut-être, je sais pas. Alors, est-ce que tu te souviens quand papa et maman ils t'ont dit que vous partiez vivre sur un bateau? Non. Ah, pas du Non. tout. Mais c'était assez drôle parce qu'effectivement Ava elle l'a annoncé à ses copains de l'école. Mais on sentait que ni elle ni ses copains ne réalisaient vraiment en fait ce qui allait se passer. C'est ça. Parce qu'un tour du monde, ça veut tout mais rien dire en même temps. C'est ça. Bah, enfin même nous, on savait pas vraiment trop à quoi on allait être confronté finalement. Donc c'était compliqué à cet âge-là de visualiser vraiment comment ça allait se passer. Mais ouais, non, c'est rigolo. Et puis là cette année on est rentré cet été, puis on a revu son petit copain d'école. C'était cool. Et du coup, il nous suit sur Instagram et il regarde les photos. Donc ils savent ce qui se passe et qu'on va bien. C'est rigolo. Et du coup, pour l'école, est-ce que c'est à distance ou avec sa classe, ou est-ce que c'est avec le CNED, ou comment ça se passe? Alors en fait, j'avais demandé à l'école si on pouvait éventuellement continuer à faire des envois de leçons ou quoi, mais c'est vrai c'est pas comme si on partait 1 an et qu'on revenait, tu vois. On partait peut-être 3 ans et peut-être plus, ou peut-être moins, mais on savait pas. Et donc l'école m'a dit, la maîtresse m'a dit non mais c'est compliqué parce que en fait on sait pas en fait dans quelle classe elle pourrait être, où elle va être, ou rien du tout. Donc ils ont pas pu suivre ça, et puis nous on a fait le choix de pas s'inscrire au CNED parce que pour en avoir parlé à beaucoup de gens qui sont en voyage au long cours, c'est très contraignant le CNED. C'est plutôt des journées complètes en fait d'école. Hein. Et c'est vrai que nous dans notre programme et à cet âge-là, passer 6 heures d'école sérieux, oui. C'est pas nécessaire quoi. Ouais. Donc on fait quoi? On fait 2 heures tous les matins? D'accord. 2 heures? À peu près. On fait à peu près 2 heures tous les matins. D'accord. Mais c'est pas d'accord, c'est ce qu'on fait déjà. Mais t'aimes ça, hein. On a du bol, c'est que oui. Ava, elle adore l'école, et il y a plein de matins où je me lève et elle est déjà en train de faire ses cahiers d'école. Incroyable, wow. Ce qui n'est pas le cas de son petit frère, le petit boulet, Karl. Ouais, il aime pas faire l'école. Oh, il déteste ça. Parce qu'il a quel âge? Il a 5 ans. Il déteste faire l'école. Il déteste faire l'école. Ouais. Pourtant, avec une vue, une vue plutôt sympa et tout, des conditions un peu plus cool qu'en classe. C'est clair. Non, mais c'est un petit feignant, c'est vraiment un petit feignant, quoi. Après ça, on peut pas... Petit feignant, hein, Karl. C'est sa nature. C'est ça. C'est exactement ça. Et ben, on peut peut-être parler maintenant du parcours que vous avez fait là en bateau depuis, parce que ça va faire combien de temps? 21, ça va bientôt faire 3 ans? Attention. Vous y êtes, non? Tout à fait. Je réalisais pas là, quand je me croyais encore en 2021, mais
Ça a presque faire 3 ans. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 3 ans-là? Qu'est-ce qu'on a fait? Alors du coup, le bateau, on l'a récupéré dans le sud de la France. On est descendu le long de l'Espagne, on est allé à Gibraltar, on a fait les Canaries. Ensuite... Zut. Tiens-le, mon petit cœur. On a fait les Canaries, ensuite le Cap-Vert, ensuite la Transatlantique. Après la Transat, on est arrivé à Saint-Martin. Puis on a descendu tout l'arc antillais jusqu'aux Grenadines. On est arrivé on a fait les Tobago Cays, on a fait Carriacou. Puis après on est remonté, Guadeloupe, Martinique, Antigua, Île Vierge. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Saint-Barth. Est-ce qu'on a fait les Bahamas? Les Bahamas. Et on a été... Antigua et Barbuda. Antigua et Barbuda, on est resté longtemps. Et les Bahamas, effectivement, on était confinés aux Bahamas, nous. Ah oui, c'est vrai que du coup, il y a eu le Covid. Voilà. Donc vous avez été confinés pendant combien de temps? Comment ça s'est passé du coup en bateau, tiens, pour le confinement? Comment ça s'est passé? Écoute, on est arrivé aux Bahamas le jour où ils ont annoncé le confinement là-bas. Donc on a fait les papiers du bateau. Le bateau a été check-in. Et puis quand Franck est arrivé à l'immigration, le mec a fermé le bureau en disant bah non, désolé, on est en lockdown, on peut pas vous tamponner les passeports. On est là, ok, non. sympa. Donc on fait quoi? Non mais c'est bon, y a pas de souci. Puis au bout d'un mois, je suis allée faire les courses à terre et puis le mec de l'immigration m'attendait, il me disait bah vos passeports sont pas tamponnés, donc vous pouvez plus venir à bord. Je dis bah oui, bah c'est vous qui les avez pas tamponnés, mais bon, vous voyez bien qu'on est là depuis un mois quand même, on n'a pas ramené le Covid là pendant le mois, donc soyez sympa. Oh là là. Puis il avait pas envie d'être sympa, et puis du coup voilà, donc on est resté encore un mois sur cette île dans un mouillage où on était seul au monde, hein, il y avait clairement personne ni sur la plage ni au mouillage. Et puis après on est monté dans les Exumas, et là c'était vraiment cool. Et on était devant la plage aux cochons et on avait les requins qui nageaient tout autour et là c'était les vacances en fait. Donc les Bahamas, énorme coup de cœur. Hein. Ava, ça t'avait plu toi beaucoup les Bahamas. Hein. C'était chouette. Et Antigua Ah ouais. et Barbuda Et Antigua et Barbuda. aussi. Pourquoi? Et qu'est-ce qui te plaisait? Parce que les Bahamas c'était quand même mieux. Les Bahamas c'était quand même mieux qu'Antigua et Barbuda. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a plu le plus? Eh bah, c'était plutôt parce que l'eau elle était bien turquoise. Et j'aimais bien cette eau turquoise. Elle était propre. Ah bah écoute. En plus j'aimais bien la plage. Ouais, les petites îles désertes là c'était cool hein. Il y avait pas un banc de sable. Ah bah il y en avait un paquet de bancs de sable. Ouais, et j'aimais bien les bancs de sable. Ça c'est chouette. C'est un peu Robinson Crusoe les Bahamas en fait. T'arrives, y a personne sur l'île, y a rien. Et puis du coup, c'était un peu l'impression tous les jours d'être un aventurier qui découvre une nouvelle terre. Ouais, et c'est vrai que ça c'est très très chouette. Et ça nous a trotté un moment dans la tête de nous installer là-bas, mais le concept des ouragans tous les ans ou tous les 2 ans nous a vite fait passer l'envie en fait. Oui, c'est clair. C'est-à-dire que quand on est arrivé dans les Abacos et qu'on a vu que 2 ans après c'était toujours pas remis en état, qu'ils avaient toujours pas d'électricité, ils vivaient sur générateur, ils avaient toujours pas d'eau courante ni rien, on s'est dit ouais mais c'est peut-être pas une bonne idée en fait. donc voilà. Et puis après les Bahamas, on est monté aux États-Unis parce que donc la période cyclonique commençait et on est monté donc le long de la côte est des États-Unis. On est monté à New York, on a jeté l'angle devant la Statue de la Liberté. Donc ça c'était très très cool. Oh là là. Moi je pense que ça reste un de mes meilleurs souvenirs. C'était incroyable. Mais on s'endormir avec d'un côté la skyline et de l'autre côté la Statue de la Liberté, c'était assez fou. Déjà arriver en avion, c'est vraiment super parce qu'on vole au-dessus de New York, mais c'est vrai que par bateau, ça doit aussi rendre pas mal. Ouais, c'était assez incroyable. Donc du coup voilà, on a passé quelques jours à New York. Après on est allé un peu plus au nord de l'East River et puis on a fait les Hamptons et tout et on est allé jusqu'à Boston, jusque dans le Rhode Island et puis après on a passé voilà. Et puis à la fin de la période cyclonique, donc début novembre, on est redescendu direct sur Antigua Barbuda où on a passé quasiment toute la saison de l'année dernière. C'est ça. Et ça c'était trop cool. Et c'était trop cool en fait. Ava elle a trop aimé. Tu veux dire pourquoi? D'accord. Quand on était à Antigua et Barbuda l'année dernière.
qu'il y avait tous mes amis. Et oui. Il y avait les 2 bateaux. Il y avait... Le pire d'entre tous, c'était Arthur. On avait un bateau d'Américains et un bateau d'Anglais. Et on s'entendait hyper bien avec les parents. Et les enfants s'entendaient tous hyper bien. Donc Ava, elle avait 2 copines d'à peu près son âge. 3. Ouais, surtout Charlie et Alice. Ah oui. Et donc, ouais, ils étaient super proches. Et Karl, il avait son meilleur copain Arthur, qui avait 10 ans, mais en bateau, c'est vrai que dès qu'il y a des enfants, en fait, quel que soit l'âge et le sexe, on s'en fiche, on prend ce qu'il y a un peu. Mais du coup, c'est un peu, voilà, c'est pas... Et du coup, c'est vrai qu'on a passé une super saison l'an dernier. Je voulais savoir ce que vous aimiez de cette vie nomade, de la vie en bateau. Qu'est-ce qui vous plaît concrètement dans ce mode de vie? Qu'est-ce qui te plaît, Ava, dans le fait de vivre sur un bateau? Tes trucs préférés? Mes trucs préférés. Dans la vie en bateau, mes trucs préférés, c'est nager. Ouais. C'était du haut du bateau, tu peux me dire. C'était du toit du bateau, ok. Bien, j'ai un peu peur parce que je sais pas pourquoi. Le nôtre, il est vraiment haut quand même. Mais un jour, je le ferai. Car arrive déjà à le faire. C'est vrai. Et un jour, je le ferai et je m'habitue. Comme la première fois à laquelle il s'est fait, elle a pris, disons, au moins une demi-heure. Oui, c'est vrai. Ça fait Pour peur, sauter c'est la très haut. On a dû sauter plusieurs fois avant elle pour l'encourager. Ben oui, évidemment. C'est ça les copines. Et l'attendre en bas. Donc nous, ce qu'on préfère dans la vie en bateau, on en revient au pourquoi du tour du monde en bateau en fait. C'est cette liberté de pouvoir d'accès à des plages paradisiaques et de trimballer sa maison avec soi en fait. Donc c'est vrai que comme je te disais, typiquement les Bahamas, toutes ces îles désertes où il y a rien du tout, où il y a pas de resto, il y a pas d'hôtel, il y a pas de magasin ni rien. Et ce luxe de pouvoir arriver avec tout notre bazar et puis les frigos pleins et tout, et de pouvoir rester pendant 1 mois ou 2 si on a envie, parce que on est complètement en autonomie, on fait de l'électricité tout seul avec nos panneaux solaires, on fait notre propre eau avec notre désalinisateur. Donc on a absolument pas besoin en fait d'aller voir la civilisation ou autre. Donc après on aime aussi on a adoré s'arrêter à New York, on a adoré s'arrêter à Miami aussi en bateau. Et c'est ça qui est super chouette en fait dans ce moyen de transport, c'est que on arrive à avoir accès un peu à des trucs tellement différents. Et je dis toujours, c'est chaque jour une aventure, parce qu'au final c'est vrai que tous les jours on fait autre chose. C'est vrai, et puis c'est que là vous êtes complètement détaché, déconnecté du quotidien qu'on a quand on habite en France finalement, de Ouais. cette routine qu'on s'impose. C'est un peu ça. C'était ça m'avait jamais frappé en fait. Je t'avoue que je m'étais jamais posé la question. Et puis finalement ça m'a frappé quand on a passé 2 semaines chez nos copains à Paris en septembre. Quand vous avez fait une petite pause bateau, c'est ça? Voilà, on est toujours cette histoire de période cyclonique si tu veux, où on peut pas se balader dans les Caraïbes parce que c'est dangereux et qu'on n'est pas non plus à aller se mettre dans l'œil du cyclone. Donc du coup on a posé notre bateau en Virginie, donc aux États-Unis, et puis nous on est rentrés pendant 3 mois en Europe. Et donc à la fin du séjour, j'ai passé avec les enfants. Franck était déjà reparti, et puis j'ai passé 2 semaines avec les enfants à Paris chez des copains. Et c'est vrai que le rush de la semaine, quoi, c'est tout le temps. Tous les matins, on se lève, c'est le speed, on prépare les enfants, on prend le petit-déj, on va au boulot, on dépose les enfants, on va chercher les enfants, on rentre du boulot, on fait à manger, on les couche. Le mercredi, c'est 12 milliards d'activités, un goûter d'anniversaire, et puis tout le monde est fatigué au lit. Le vendredi soir, on fait la fête, on voit un peu les copains, et puis voilà. Samedi, activité de nouveau. Dimanche, on se repose, et puis lundi, c'est rebelote. Et en fait, les semaines, elles passent incroyables, et ouais, c'est là vraiment que j'ai vu le décalage que j'avais pas ressenti en fait jusqu'à présent. Mais parce que on a partagé le quotidien d'une vie de famille classique à Paris, un quotidien qu'on avait quand on habitait à Bordeaux, c'est-à-dire que c'est pas exactement. Je vois très bien de quoi il s'agit, on l'a vécu pendant longtemps. C'est ça. Mais c'est pour ça qu'on est parti justement. Mais
est-ce que comment dire, tu te vois toi reprendre une routine comme ça maintenant après toute cette liberté que vous avez eue? Alors, je me vois complètement remettre mes enfants à l'école, oui. Et j'y aspire dans un futur plutôt plus ou moins proche. On a évoqué d'ailleurs la possibilité, si ça nous plaît, là où la prochaine étape où on va donc demain, Puerto Aventura. Si ça nous plaît, on a évoqué le fait d'éventuellement mettre les enfants à l'école pendant jusqu'à la fin de l'année scolaire éventuellement, parce que finalement ou pendant 2 ou 3 mois. Enfin, c'est assez flexible ici. Hein. Ils sont assez flexibles ici. Tu peux inscrire les enfants assez facilement pour quelques mois. Donc on s'est dit ça pourrait nous permettre, nous de réparer tout ce qu'il y a à réparer sur le bateau. Moi j'ai quelques projets perso que j'ai envie de développer aussi. Et c'est vrai que le soir quand je mets les enfants au lit, je t'avoue que j'ai vraiment pas la foi d'allumer mon ordi et c'est ça. T'as envie de te mettre au lit aussi quoi. J'ai envie de bouquiner, j'ai envie de mater de la merdouille à la télé, j'ai envie de me vider la tête plutôt et puis j'arrive même pas à me concentrer, j'arrive même plus à me concentrer. Enfin, c'est vrai que c'est hyper cool ce qu'on vit, mais les journées elles sont super intenses, elles sont chargées. Et puis au final c'est tout le temps bruyant avec 2 enfants autour. Je lisais ce matin un truc sur Instagram qui m'a fait rire. Mais apparemment, il y a des études sur le sujet qui disaient, en fait, une maman avec la charge mentale qu'elle a, même quand elle fait une nuit de 8 heures, elle se réveille fatiguée. Et je comprends pas pourquoi tous les matins. Pourtant, je t'assure, depuis qu'on habite, j'étais je suis toujours une fêtarde, hein, mais c'est vrai que sur le bateau, on vit avec le soleil. Donc on se couche le soir, on va faire la fête en général plutôt l'après-midi. Et on va se coucher assez tôt parce que on est claqué quoi en fait. Et donc du coup quand on fait la fête à 22h on est au lit en fait. Et donc même si je me couche à 21h 22h le matin à 8h je suis éclatée. Je comprends pas. Voilà, j'ai lu ça ce matin. Ça y est, j'ai compris. Voilà. Tout simplement. La fameuse charge mentale. C'est celle que mon mari n'a toujours pas compris. C'est toujours pas ce que c'est. Je voulais aussi parler un peu de de ce que vous offriez un peu aux enfants parce que j'essaie quand même de varier un peu tous les types de voyageurs dans le podcast et je fais évidemment la famille aussi de temps en temps en voyage et j'ai remarqué que c'était un des sujets qui plaisait le plus à mes auditeurs et c'est vrai que je pense que c'est parce que on trouve ça tous incroyable, merveilleux de transmettre de telles valeurs qui sont le voyage aux enfants, je trouve. Peut-être que tu peux nous en dire plus sur cette transmission un peu de l'amour du voyage que vous avez envie d'offrir à vos enfants. Mais en fait, je crois que c'est surtout au départ, il y a beaucoup de gens qui le jour, on en parlait justement hier avec une copine, il y a beaucoup de gens qui le jour où ils ont des enfants arrêtent de vivre. C'est-à-dire qu'on arrête de sortir, on arrête de partir en vacances, tout devient compliqué, on se cale sur les heures de sieste, sur les heures de coucher, sur les heures de bouffe, sur les heures de tout. Et au final, c'est pas ton gamin qui rentre dans ta vie, c'est toi qui cales ta vie sur la vie de ton enfant. Et nous, on n'avait pas du tout envie d'avoir cette vie-là. Et du coup, c'est vrai qu'on s'est toujours et on a dès le départ été d'accord là-dessus. On s'est toujours dit, on faut qu'on préserve notre mode de vie et c'est aux enfants de s'adapter à notre mode de vie. Et cette idée de voyage, très honnêtement, c'était une idée très égoïste. Hein. C'était pas on va offrir une ouverture d'esprit à nos enfants et le goût du voyage. C'était nous, on a cette ouverture d'esprit et le goût du voyage et on va embarquer nos deux petites valises bagages cabine avec nous et puis voilà. Et c'est vrai que tu sais que c'est hyper drôle. Je viens de penser à ça. J'avais pas pensé depuis hyper longtemps, mais pendant les 2 grossesses qu'on a eues, à chaque fois, avec Franck, on était en panique, on se disait, mais t'imagines, nos enfants, ils détestent le grand air, ils détestent les voyages, c'est des geeks qui ont horreur de sortir de la maison, des rats de bibliothèque. On dit, mais mon Dieu, imagine, c'est l'enfer, quoi. L'enfer. Non, mais ça arrive souvent, tu sais, des fois, t'as des parents fêtards et les enfants qui les jugent. On dit, ouais, tu bois trop, tu trucs, tout machin. Donc, on s'imaginait déjà en train de se faire juger par nos enfants. Non, mais ça va, arrêtez, vous avez passé l'âge. Non, non.
Et puis en fait non, et donc on les a pas préparés à ce départ en bateau. Alors évidemment, on leur a expliqué ce qui allait se passer, mais comme je te disais avant, c'est hyper abstrait pour des enfants de cet âge-là en fait. Si tu veux, déjà leur dire qu'on va aller au parc dans 2 heures, ça c'est très difficile à conceptualiser pour eux. Donc c'est vrai que voilà, on leur a toujours expliqué tout, mais tant qu'ils y étaient pas, je pense qu'ils comprenaient pas. Et effectivement, depuis qu'on est parti, il y a beaucoup de gens qui me demandent ou qui demandent à nos mamans. Mais qu'est-ce qu'ils font les enfants toute la journée? Ils apprennent quoi? Et en fait, c'est hyper drôle, mais nos enfants, je pense que ils apprennent beaucoup de choses en fait. Déjà ils parlent 3 langues. Et là, ils sont en train d'apprendre l'espagnol parce que ils jouent avec des petits enfants qui parlent espagnol, donc très naturellement ça se fait. Ils sont hyper forts en biologie sous-marine. Ah ouais. Donc c'est hyper. On a effectivement plein de petits bouquins avec toutes les sortes de poissons, de coquillages, de trucs, de machin. Donc c'est vrai que ils sont pas hyper forts en animaux de la ferme. Hein. Par contre, ça c'est vrai que chacun son truc. Ça, mais voilà, mais ils sont. Ava, elle était hyper triste parce que quand on est rentré en France, elle savait plus faire du vélo. Par contre, elle peut aller toute seule en paddleboard à la plage ou en kayak ou même à la nage. Et puis voilà, et puis après, le programme scolaire, je suis quand même un petit peu les manuels scolaires, donc je pense pas qu'on soit en retard là-dessus. Mais c'est vrai qu'en plus, ils ont une curiosité, c'est-à-dire que dès qu'on arrive quelque part, ils veulent goûter à tout, ils veulent savoir ce que c'est, ils veulent parler à tout le monde. Va falloir qu'on fasse un petit sujet d'ailleurs sur ne suivre pas les inconnus, ne pas suivre les inconnus, parce que je pense que à un moment donné, ça risque de devenir problématique. Mais c'est vrai qu'on vit un peu dans une insouciance où tout le monde est un peu sympa, parce que souvent c'est des gens de bateau ou des locaux qui sont souvent les îles en général où on débarque, et ils sont hyper kids friendly en général. Voilà, ils offrent un goûter aux enfants, aux trucs. Et c'est vrai que ça n'arrivera pas, hein, mais si on habite à Paris un jour, va falloir expliquer aux enfants que c'est pas pareil, quoi. Ah oui, non. Voilà, donc voilà, mais c'est vrai que voilà, nos enfants sont hyper curieux, ils sont hyper dégourdis, ils sont super autonomes et indépendants, parce que quand on s'écoltine 24/24, maman si, maman ça, maman toi vas-y tout seul, t'ouvres le frigo, tu te sers, tu sais où sont les choses, tu vas aux toilettes tout seul, tu t'habilles tout seul, tu te démerdes. C'est génial. Et puis voilà, non mais c'est pas possible, c'est pas possible en fait. Et donc du coup, c'est vrai que ils ont une intelligence pratique en plus qu'ont pas forcément les enfants de cet âge-là, normalement. Est-ce que tu veux nous raconter des moments forts, toi, qui t'ont marqué depuis ces 3 ans, des souvenirs vraiment que tu penses vont rester intacts toute ta vie dans ta tête? Alors je pense qu'on les a déjà évoqués, donc les Bahamas, hein, je pense que clairement c'est le truc waouh qu'à mon avis on aura du mal à retrouver ailleurs. Alors quand je vois là les bateaux qu'on a rencontrés précédemment et du coup que je suis sur les réseaux sociaux et qui sont maintenant dans le Pacifique, je pense qu'effectivement si un jour on se décide à aller dans le Pacifique, la Polynésie française, Bora Bora, les Seychelles, machin truc, je pense que ça doit être plutôt cool aussi, à mon avis. Je pense que ça doit largement équilibrer en termes de niveau de effet waouh. Et ces 2 nuits passées devant la Statue de la Liberté, ça c'était vraiment fou, quoi. Ah, ça devait être dingue. Ça reste incroyable. Ouais, ça fait partie vraiment des meilleurs souvenirs depuis qu'on est parti. Après après il y a plein d'anecdotes galères, quoi, où on s'est dit qu'on allait mourir, Tu veux nous en raconter une? Et on s'est tapé on s'est tapé une énorme tempête l'an dernier aux Bahamas, qui était pas prévu mais du tout, c'est-à-dire que comme je te disais, Franck est quand même très très prévoyant. On regarde là, il passe quand même une bonne partie de sa journée à regarder la météo, parce que bizarrement on pourrait croire que ça change pas, mais en fait d'une heure à l'autre, d'un coup t'as une tempête qui arrive, d'un coup la tempête elle disparaît, d'un coup voilà, donc du coup c'est vrai que c'est un petit peu toute la journée qu'il faut suivre le truc. Et en gros ils sont aussi forts en météo
marine que Evelyne Delia, si tu veux. Donc, Franck, effectivement, est toujours super vigilant sur la météo. On arrive, donc on était à Nassau. La tante de Franck habite dans une jolie maison en bord de plage à Nassau. Et donc du coup, on se dit, riche idée, allons mettre le bateau devant chez elle. Enfin, je dis en bord de plage, c'est plutôt en bord de rocher, parce que voilà, c'est plutôt des rochers qu'une plage de sable fin. Donc on arrive, on jette l'ancre. Franck part en paddle avec les enfants pour lui faire coucou. Moi, j'avais une migraine d'enfer. Donc je reste sur le bateau et je me mets au lit avec un bouquin. Ils reviennent, je sais pas, vers 7h, 7h30. Franck met les enfants au lit et puis là d'un coup éclair, mais éclair hyper rapproché, hyper bruyant, puis l'un après l'autre, ça s'arrête plus. Au bout d'une demi-heure, je monte, je me dis ouais, je vais pas laisser, j'arrivais plus à dormir évidemment. Et puis je vais pas laisser Franck tout seul. Et puis là le vent qui se lève. Donc et puis pas des rafales, genre ça monte un vent de on était à 100 km/h en continu, on était OK, il y a une partie de la couverture de la grand voile qui s'est envolée. Là les vagues se lèvent et puis évidemment vent de face mais des vagues de côté. Donc c'est extrêmement désagréable dans le mouvement du bateau, si tu veux, tout bougeait de droite à gauche dans tous les sens. Alors coup de bol, comme on était arrivé de navigation, tout était encore bloqué comme quand on navigue, donc rien s'est cassé ni est tombé, mais c'était super impressionnant. Et puis vraiment flippant. Le passer de rien du tout à tempête de folie. Donc là, à un moment donné, on va tous mourir. Alors coup de bol, les enfants n'ont pas ouvert un œil. C'est un miracle, mais ils n'ont pas ouvert un œil. Et puis comme une galère n'arrive jamais seule, à un moment donné, donc en fait, le flip, si tu veux, dans cette situation, c'est pas tant les vagues et le vent, c'est le fait qu'on soit attaché à une ancre avec une chaîne et que en fait les vagues et le vent mettent à rude épreuve cette chaîne qui à tout moment en fait peut péter, parce que notre bateau fait déjà 25 tonnes et si tu rajoutes en plus les forces naturelles, ça peut être très compliqué. Et donc du coup on a mis les moteurs à fond les ballons, marche avant pour essayer de relâcher la pression sur la chaîne et de faire en sorte que ça pète pas. Et en fait, ça n'a pas hyper bien marché parce qu'à un moment donné, en fait, sur un catamaran, pour garder la chaîne au milieu des deux coques, on a ce qu'on appelle une patte d'oie, qui est une corde en fait qui relie donc la chaîne à chaque coque. Je sais pas si je suis très claire. Si, j'ai compris. J'essaye. Et en fait, la patte d'oie du côté droit a pété. Oh non. Donc du coup, on s'est retrouvé avec l'ancre qui râpait sur la coque de gauche. Donc la Franck qui part dans un scénario de catastrophe qui me dit ça va faire un trou dans la coque. Oh je suis pas sûre qu'on en serait arrivé là, mais du coup stress quand même, on sait jamais. Donc nous voilà pas à 1h du mat sous une tempête de pluie, de vent, de vagues, de machin. À l'avant, Franck allongé sur le trampoline, les mains sous le trampoline pour essayer de détacher le machin qui s'était pété. Puis on se retrouve à 1h30 du matin en train d'en refaire un. Donc coup de bol, on est équipé, donc découper de la corde dans les vagues et tout ce que ça implique, faire le tissage que ça est nécessaire pour que ça tienne. Et puis après, du coup, à 2h du mat, aller le réinstaller dans la tempête. En culotte pour pas être trempé. Et donc évidemment tu te doutes que dans le feu de l'action j'ai pas pensé à prendre mon téléphone pour faire des photos ou des vidéos, mais je pense que ça valait vraiment le détour. Ah oui, c'est ce que j'allais dire justement après, mais oui. Ça doit être pas mal à regarder maintenant. Ah ouais, je pense. Et puis d'un coup d'un seul, à 4h du mat, tout est tombé. Plus de pluie, plus de vent. Oh non. Encore un peu de vagues. Et puis là, en fait, tu te rends compte que, waouh, quand l'adrénaline retombe, waouh, l'effet choqué, un peu choqué. Et puis en fait, ouais, c'est 20h, 4h du mat. C'est très long. C'est très très long. Tu m'étonnes, ouais. Et le lendemain, quand on a voulu... et puis surtout avec ce stress de si l'encre pète, on se retrouve sur les rochers, en fait. Parce que derrière, comme je te disais, c'était pas une plage, c'était vraiment une petite falaise, donc pas rassurant du tout. Et le lendemain, quand on a voulu lever l'ancre,
le mousqueton en fait à vis qui nous sert pour tenir bien l'encre avec la patte doigt justement avait subi tellement de pression que la vis était courbée et qu'on n'arrivait même plus à le dévisser en fait. Oh non. Donc la galère jusqu'au bout. Et voilà, et donc finalement à coups de pince et machin truc, on a réussi à le défaire et puis et on est allé se fiche à la marina pendant une semaine histoire de s'éviter tout coup de stress vous remettre supplémentaire. aussi de vos émotions. Ouais, c'était folklore et je suis pas angoissée de nature et c'était vraiment la première fois après presque 2 ans, c'était déjà presque 2 ans. C'était la première fois où vraiment je me suis dit potentiellement on peut mourir en fait. Oh, ouais. Mais tout est bien qui finit bien. Bien sûr. Maintenant, si on retrouve les vidéos quelque part, on se marre. Si on avait pu penser à les faire à ce moment-là. Je crois qu'une fois qu'on a eu réparé la patte doigt, j'ai fait une vidéo juste des vagues et de la pluie. Et rien que ça, c'était impressionnant. Mais pas autant que quand on le vit, en fait. Ouais, mais bon. J'imagine. Mais ouais, c'était vraiment la séquence. Si on avait pu s'en passer, ça aurait été super. C'est ça. Mais écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps là d'échanger avec moi sur votre vie en mer. J'aimerais beaucoup qu'on avance vers la fin de cet échange. Il me reste plus que 2 questions à te poser. J'aimerais que tu nous dises toi ce que ça t'a apporté de tout quitter comme ça, de vivre sur un bateau. Qu'est-ce que ça t'a apporté sur le plan personnel, peut-être aussi professionnel. Et puis je voulais après voir ce que ça vous apporte aussi à votre famille, à votre couple. Peut-être qu'on peut commencer déjà par toi. Alors, je pense que sur le plan personnel, je pense que clairement ça a sacrément renforcé les liens avec les enfants, parce que c'est vrai que quand on revient à cette routine qu'on avait en France, où au final tout le temps dans le stress, tout le temps être à l'heure, honorer tout ce qu'il faut, emmener les enfants à l'école, machin. On profite jamais en fait, on est juste content de les déposer à l'école, content de les récupérer, content de les mettre au lit. Enfin voilà, c'est même pas être content, c'est faire les choses parce qu'il faut les faire, parce que voilà, c'est comme ça, on rentre dans un moule et il faut y aller. Et du coup, je profitais jamais vraiment d'eux. Et c'est vrai que forcément, donc il y a des fois j'ai très envie de les jeter par-dessus bord évidemment. Hein. Mais c'est vrai que il y a plein de fois où je suis hyper contente et on passe des moments privilégiés et on se fait des moments filles avec Ava et des moments que tous les deux avec Karl aussi et c'est chouette et je pense qu'effectivement ouais et je pense qu'on est beaucoup plus proche qu'on ne l'était en partant. Oh, c'est trop beau. Alors ce qui n'est pas du tout le cas avec mon mari hein, avec qui on a envie de divorcer tous les 2 jours hein, par contre. Oh là là. C'est vrai. Non, mais après, disons que c'est la vie de couple déjà au quotidien, même dans un quotidien, c'est jamais évident. Mais disons que si on rajoute effectivement, comme je te disais, Franck, il est super vigilant sur tous les trucs de bateau et donc c'est lui qui gère aussi tout ce qui est cassé, tout ce qui casse sur le bateau et tout ça. Et donc c'est vrai que il y a toujours un stress en fait sur ses épaules à ce niveau-là et c'est pas toujours évident à gérer pour lui. Et donc du coup c'est vrai que voilà puis moi j'ai mon caractère aussi donc ça pète hein. Et puis c'est comme ça mais bon on en rigole et c'est vrai que si on divorce pas après 2 ans et demi sur un bateau j'ai envie de te dire ce sera pour la vie a priori. C'est ça. C'est l'épreuve en fait. Ah là je pense qu'on est clairement sur l'épreuve de survie hein. Et personnellement, qu'est-ce que ça t'a apporté d'autre, toi? Et non, après, moi j'adore en fait le fait d'avoir découvert cette vie-là en fait parce que on est passé, si tu veux, d'une vie hyper confort avec tout l'électroménager, avec la femme de ménage, avec Uber Eats et Uber tout court d'ailleurs, et toutes les facilités qu'on a à tout faire finalement et dont on se rend même pas compte parce que c'est notre quotidien et parce que c'est normal. Et que en fait quand on habite sur un bateau, ne serait-ce que trouver un endroit où tu peux te débarrasser de tes poubelles, c'est une galère. Trouver un endroit où tu peux faire ton linge, c'est une galère. Trouver un endroit où tu peux faire des courses, ça peut être très compliqué.
Alors selon les endroits, évidemment, là on est à Isla Mujeres au Mexique et tout est hyper facile parce que voilà, il y a énormément de touristes américains, c'est hyper touristique, tout est voilà, hyper accessible. Mais aux Bahamas, typiquement l'envers du décor des Bahamas, c'est que tout est compliqué en fait parce que et heureusement, tout n'est pas très développé. Donc il y a plein de fois où on restait pendant 1 mois ou 2 sans aller faire de courses, sans faire de lessive, sans se débarrasser des poubelles, peut-être pas 1 mois ou 2, mais ouais, pendant 3 semaines, ouais, ça arrive et c'est compliqué. Un moment, ouais. Et puis du coup, mais je crois que j'avais posté il y a pas longtemps une photo sur Instagram où on avait tout le toit recouvert de poubelles en fait, hein, qui étaient plein de poubelles. Et c'était l'an dernier aux Bahamas et c'est vrai que on va pas laisser nos poubelles sur une île déserte en fait, c'est pas cool. Donc au contraire, en général, on arrive avec des sacs poubelles sur les îles désertes pour essayer de les nettoyer des plastiques et tout. Donc voilà, donc on essaye de faire ça m'a apporté voilà, ça aussi et une conscience écologique que j'avais pas forcément avant. Et aux enfants aussi. Parce qu'on se rend compte de ce que c'est de faire de l'eau, de faire attention à l'eau, de faire de l'électricité et d'y faire attention aussi du coup. Donc des fois le soir on a très chaud mais on branche pas les ventilateurs parce qu'on n'a plus assez de batterie. et des fois on n'a plus de gaz non plus. Pendant le confinement, on s'est quand même retrouvé pendant quasiment 3 semaines sans gaz sans gaz de cuisine parce que on pouvait pas le faire remplir nos bouteilles. Et donc on s'est retrouvé à faire des pâtes sur le barbecue. un sens pratique ultra développé. On a clairement tous acquis des compétences MacGyver fois 12 000. Hein. C'est devenu hyper débrouillard. Voilà, c'est système D quoi. On s'adapte parce que on trouve jamais ce qu'il nous faut vraiment. Là on s'est chopé des pots récemment. Alors j'ai tous les Français qui me disent mais faut que t'achètes du Pouxit. Ouais. Et tout le monde nous dit faut que t'achètes du Pouxit. Bah ouais, mais les mecs sérieusement, comment voulez-vous que je trouve du Pouxit ici quoi? Enfin c'est pas les mêmes marques. Il y a plein de trucs. Et puis après c'est vraiment selon aux Bahamas c'était pas du tout le même les mêmes shopping que on va trouver au Mexique, qu'on va trouver aux États-Unis. Donc à chaque fois qu'on arrive dans un pays, la première fois dans un supermarché, j'en ai pour 4 heures parce que je fais tous les rayons. Pour peu que je connaisse pas la langue, en plus, c'est une galère. Et que je prenne mes marques et que je découvre comment ils cuisinent ici, avec quels produits, que je m'adapte à leur type de produit, à ce qui est disponible, et puis que j'adapte du coup ma manière de cuisiner et de faire à ce que je trouve sur place, quoi. Donc donc c'est se réinventer un peu au quotidien et trouver des solutions et voilà et c'est ça et c'est pour ça qu'on le fait aussi et c'est ça qui est chouette et rencontrer plein de nouvelles personnes et c'est cool. Moi j'aime bien en tout cas. Oui. Et alors là pour finalement vous savez pas trop, mais tu penses que vous allez rester encore combien de temps là en bateau avant de reprendre une vie peut-être en France? Alors je pense que l'option vie en France a été écartée il y a quelque temps déjà avec Franck. Je pense que ça va être compliqué. Alors lui fanfaronne à tue-tête qu'il est devenu allergique au froid. Genre ça existe. donc bon, mais non, je pense que ce serait compliqué de revenir en France pour tout le monde, enfin pour tous les 4 en tout cas. Par contre, se resédentariser, oui. Hier, on a évoqué toutes les options qui s'offraient à nous. Alors, ça allait on remonte en Floride, on vend le bateau, et puis on s'installe un peu au Mexique. On va direct au Panama et on traverse le canal de Panama et on fait le Pacifique. On prend notre temps, on continue de faire l'Amérique centrale et puis on verra à la fin en novembre prochain. On fait la Transat retour et puis on se fait la Méditerranée. Donc très honnêtement, te dire là aujourd'hui où on va après-demain, ça va être compliqué. Mais concrètement, il y a aucun rush pour que vous resédentarisez au final, parce que tu dis que Franck peut travailler de partout. Donc ça pourrait être une option de rester comme ça
et quand vous vous posez quelque part, mettre les enfants dans une école quelque part, non? Ben, tout à fait. Ce qu'on se disait, c'est que bah là, on va donc demain à Puerto Aventura où on a des copains, qui ont des enfants en plus de l'âge des nôtres, des Français qui se sont installés au Mexique il y a 7 ans. Et donc du coup, eux, ils nous ont vendu Puerto Aventura comme un truc super cool et super chouette. Donc on est allé visiter, leur rendre visite, et ça nous a bien plu. Et donc là, on y va demain, pour réparer des trucs cassés sur le bateau. Et puis on se disait avec Franck qu'effectivement, si ça nous convient, pourquoi pas mettre les enfants à l'école pendant quelques mois en tout cas. Et puis nous, du coup, ça nous permet aussi de pouvoir louer une voiture, visiter l'intérieur des terres le week-end, faire d'autres choses, et puis décider de ce qu'on va faire après. Et vivre sur un bateau, finalement, ça peut être encore pour des années, quoi. Ça peut ne jamais s'arrêter si vous en avez envie. Alors, il y a des gens qui sont partis pour 1 an et qui sont jamais rentrés. Voilà, donc c'est ça. C'est ça. Alors, très honnêtement, à un moment donné, je pense que je vais en avoir marre, parce que faire Koh-Lanta pour aller déposer mon linge en ville sans qu'il soit trempé au retour, machin truc à chaque fois, ça a ses limites. Et je dis souvent, honnêtement, le concept des retraités qui décident d'aller vivre sur un bateau à la retraite, je comprends pas, hein, parce que c'est quand même physique, hein, c'est quand même pas facile comme vie. Et des fois, quand tu les vois, parce que il y a des pontons qui sont effectivement au niveau de l'eau, donc sortir de l'annexe, c'est pas galère. Mais des fois, tu les vois, mais c'est des acrobaties, les pauvres. C'est hyper haut, ou hyper bas, ou hyper je sais pas quoi. Tu les vois rouler sur le ponton. Enfin, c'est, puis alors quand tu rajoutes les courses, les bouteilles de gaz, le linge et tout, c'est vraiment des épreuves compliquées, quoi. Donc, c'est vraiment pas de tout repos, et c'est vraiment pas, enfin, moi, je suis hyper admirative, hein, quand je les vois faire, évidemment. Mais honnêtement, je pense qu'à un moment donné, j'aurais passé l'âge de ces petites acrobaties, quoi. Et je serais bien contente de sortir de ma voiture, de faire 3 pas et de rentrer dans ma maison de plein pied, sans escalier ni rien. Et puis de mettre mon linge dans la machine à laver, et puis éventuellement de me faire livrer mes courses. C'est ça. T'imagines le luxe de fou. Ouais. Et du coup, je pense qu'on est retourné aussi sur des plaisirs simples en fait, hein, parce que finalement, si tu veux rendre Ava heureuse et moi, tu nous files une baignoire, voilà, et puis on est hyper contente parce que c'est un truc hyper exotique pour nous de prendre un bain. Ouais, c'est fou. Merci beaucoup Aurore et puis Ava d'avoir pris le temps d'échanger ensemble. J'aimerais beaucoup te laisser le petit mot de la fin, te proposer d'encourager des familles à se lancer, peut-être juste dans le voyage ou même en bateau, ce qui t'inspirera. Oui, alors je suis bien consciente qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont foncièrement le mal de mer, et ça, tu peux rien y faire. Il y a beaucoup de gens qui sont vraiment flippés de la haute mer, c'est-à-dire quand tu vois pas le fond, quand tu sais pas ce qu'il y a au fond, et donc ça peut être des peurs paniques, donc je vais pas pousser les gens à partir en bateau contre contre leur peur, leur phobie, mais par contre oui, si évidemment, partir, mais quelle que soit la manière, quelle que soit la manière de faire, mais c'est même pas partir en fait. Je pense que c'est toujours pareil. Il y a des gens qui sont faits pour ça et qui le feront. Et puis il y a des gens qui en rêveront toute leur vie et qui partiront jamais. Mais sans vraiment le regretter, parce que en fait ils sont pas faits pour ça, et c'est pas grave. Et en fait, faut juste qu'on trouve chacun ce qui nous rend heureux en fait, et ce qui nous épanouit, et ce qui fait qu'on est bien, et que puis en plus faut le faire en famille, c'est encore plus compliqué parce que ça implique que tout le monde soit un petit peu sur la même longueur d'onde. Et c'est vrai que trouver un partenaire qui soit chaud d'aller faire un tour du monde, ça se trouve pas forcément à tous les coins de rue, et qui professionnellement puisse se le permettre aussi. Mais en tout cas, si vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde, et que ça vous chatouille d'aller voir de nouveaux horizons, allez-y, parce que on n'a qu'une vie, et que ce serait dommage de la gâcher. Et je pense que cette pandémie nous a tous montré à quel point ça tenait à peu de choses, tout en fait, et peut basculer. Tout, voilà, à tout instant, et on sait toujours pas quand ça va revenir à la normale, donc
Donc honnêtement, je pense qu'on baignera tous les jours avec Franck cette décision d'être parti, parce qu'au final on est parti juste avant le Covid et on est tellement ravis d'avoir pu passer le confinement là où on était plutôt que dans notre C'est vrai que maison à si Bordeaux. vous aviez pas osé, finalement, vous saurez peut-être jamais fait parce qu'avec le Covid, tout ce qui se passe. Et voilà, et j'ai pas mal de gens à qui j'ai papoté pendant cette pandémie justement et qui me disaient en fait on avait tout organisé pour partir et le confinement est arrivé et on avait lâché nos boulots, on avait lâché nos appartes, on avait pris les billets, on avait tout et là confinement, impossible de partir et puis tu te retrouves confiné chez tes parents ou tes beaux-parents pendant toute la pandémie. Mais imagine l'enfer, le cauchemar. Et puis en plus derrière l'angoisse de retrouver un boulot alors que tout le monde se fait licencier à gogo. Enfin, tout un bazar si tu veux. Donc voilà, allez-y parce qu'on sait jamais de quoi demain sera fait. Donc si ça vous fait envie en tout cas, il y a jamais vraiment de bon moment. Donc voilà, autant y aller maintenant quoi. Et il y a plein de moyens différents de le faire financièrement. Il y a plein de gens qui voyagent à certaines étapes pour refaire des sous et pouvoir continuer leur voyage. Il y a des gens qui trouvent des moyens de travailler à distance. Il y a des gens qui vendent tout et puis qui, quand ils ont plus de sous, ils rentrent. Enfin, disons qu'il y a plein de moyens de trouver des excuses pour ne pas le faire. Mais il y a tellement de bonnes raisons d'y aller et de le faire. Merci beaucoup pour ton petit mot de la fin. Je t'en prie, merci Adèle pour ta patience malgré contre vents et marées et problèmes techniques et autres. J'ai honte. Mais on y est arrivé, on s'est accroché. C'est ça. Et on va avoir un bel échange à partager avec tous les voyageurs et les personnes qui rêvent aussi de voyage depuis leur salon. J'espère. Et je leur envoie plein de soleil du Mexique. Oui. Merci à toi, à bientôt. Merci Adèle, à bientôt. C'est la fin de cet épisode, mais j'ai encore besoin de vous. Si vous avez Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et même à mettre un petit avis. Cela m'aide énormément à faire gagner en visibilité à ce podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. Il ne me reste plus qu'à vous dire à lundi pour un prochain épisode des Frenchies autour du monde.